Bonjour à tous. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de galaxies juste avant avec David. Moi, je vais vous raconter un peu comment les galaxies se répartissent dans l'univers. Donc, c'est ce qu'on appelle les grandes structures ou la toile cosmique. Mais alors, pour commencer, on va repartir depuis chez nous. Donc, vous avez bien compris, nous faisons partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, qu'on peut observer la nuit. Par exemple, ici, vous avez une photo magnifique qui a été prise par Guillaume Canet dans les Cévennes. Et donc, vous voyez la Voie lactée qui traverse le ciel, parce qu'on fait partie de cette galaxie, donc on la voit par la tranche. Voilà, les astrophysiciens en ont une vue très détaillée, par exemple ici avec les résultats de la mission Gaïa qui nous a permis d'avoir une vision ultra précise de notre propre galaxie. Alors bien sûr, on est à l'intérieur, donc on ne peut pas s'en échapper pour pouvoir l'observer depuis l'extérieur, mais voici à peu près à quoi elle doit ressembler. Donc ça, c'est une vision d'artiste, bien sûr, ça ne peut pas être une observation. Et donc vous voyez que cette Voie lactée, c'est une galaxie spirale, avec des grands bras spiraux, qui contient des centaines de milliards de soleils. Et notre propre Soleil, il est finalement dans une place assez anodine, vous voyez, dans un des bras de la galaxie. Alors des galaxies comme ça, il y en a beaucoup, on l'a entendu juste avant. Par exemple, voici une vraie photo de notre plus proche voisine qui s'appelle Andromède. Oui, c'est une galaxie qui a elle aussi des milliards, des centaines de milliards d'étoiles. Alors bien sûr, plus proche voisine aux échelles du cosmos, ça veut dire qu'en fait cette galaxie, elle est quand même à 2,5 millions d'années-lumière. Donc vous voyez, tout est relatif quand on parle de plus proche voisin ici. Donc la lumière, elle a quand même mis 2,5 millions d'années pour pouvoir voyager depuis Andromède jusqu'à nous. Et des galaxies comme ça, il y en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que ces galaxies, ce ne sont pas de simples petites îles qui flotteraient uniformément dans l'univers, un petit peu au hasard. En fait, ces galaxies forment des structures, elles ont tendance à se regrouper les unes avec les autres. Former par exemple des groupes de quelques galaxies, comme vous voyez ici. Des amas parfois de plusieurs milliers de galaxies, comme vous voyez sur cette image, même parfois de dizaines de milliers de galaxies, comme ces super amas que vous voyez là. Donc on a que des galaxies qui ne sont pas de simples petites îles, mais qui se regroupent dans des groupes, des amas, des super-amas. Et en fait, même au-delà de ça, on observe une sorte de réseau avec des liens, des liaisons qui regroupent ces grands amas de galaxies qu'on appelle les filaments. Donc moi aussi, encore une fois, je vais vous montrer que filament, c'est important, c'est un mot qu'il faut retenir aujourd'hui. Et donc, voilà un peu à quoi ressemble cette toile cosmique. Donc ça, c'est la première image, la première observation de cette toile cosmique dans les années 80. Chaque petit point noir est une galaxie. Et donc, vous voyez que ces galaxies, elles ne sont pas jetées au hasard sur l'image, mais elles ont l'air de se superposer à une sorte de réseau, une sorte de toile cosmique, une toile d'araignée, peut-être un peu comme un réseau en bulle de savon, où vous voyez de grandes zones vides où il n'y a aucune galaxie. À la frontière de ces vides, vous voyez des filaments, des murs sur lesquels on retrouve beaucoup de galaxies, et puis aux intersections de ces filaments, des amas de galaxies. Alors dans cette image, certains y ont vu une forme humaine au milieu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était la première observation dans les années 80. Bien sûr, aujourd'hui, on a des observations beaucoup plus détaillées. Donc je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus récent. Là, c'est dans un relevé de galaxies qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey. Et donc là, vous voyez, encore une fois, chaque petit point, une galaxie observée. Encore une fois, il faut bien se rendre compte des distances. Ici, entre nous au centre et le bord de cette image, il y a quand même 2 milliards d'années-lumière, donc pour se rendre compte un petit peu des distances. Et vous voyez cette toile cosmique qui apparaît avec ces grands vides, où il n'y a aucune galaxie, les filaments autour, les murs, et puis les amas aux intersections de ces filaments. Donc ça, ce sont des observations. Cette toile cosmique, il se trouve qu'elle apparaît aussi très naturellement dans nos simulations numériques. Donc quand vous essayez de simuler l'univers, en tout cas une portion d'univers dans un ordinateur, vous partez de conditions initiales telles que ce qu'on voit dans le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire de toutes petites inhomogénéités, on l'a dit, de l'ordre de 10 puissance moins 5, 100 millième. On fait évoluer ces petits grumeaux initiaux sous les effets de la gravitation dans notre univers en expansion. Et voilà ce qu'on obtient. Donc bon, ça c'est après quelque chose comme 10 millions d'heures de calcul. Mais donc vous voyez qu'une fois qu'on a fait tourner toute cette machinerie, on observe très naturellement cette toile cosmique qui émerge des simulations numériques, avec encore une fois ces grands vides, ces filaments, ces murs et ces amas aux intersections des filaments. Alors ce qui est intéressant avec une simulation numérique, c'est que vous pouvez voir toute l'histoire de l'univers, la dynamique au sein de cette toile cosmique. Et donc ce qu'on observe, c'est finalement la matière qui s'échappe des vides, qui rejoint les murs
murs et les filaments, puis qui coulent à l'intérieur des murs et des filaments pour rejoindre les nœuds de la toile cosmique, où on va retrouver ces amas de galaxies. Donc en fait, ces filaments, c'est un peu comme des autoroutes cosmiques, le long desquelles les galaxies se meuvent, parfois fusionnent, accrètent de la matière, et petit à petit rejoignent les intersections de ces autoroutes, où les grands amas se forment. Alors bien sûr, il n'y a pas que les simulations numériques, on a réussi aussi au fur et à mesure du temps à comprendre d'un point de vue théorique pourquoi cette toile cosmique devait apparaître. Et tout ça, ça a commencé dans les années 70, notamment avec des travaux côté russe d'un physicien qui s'appelle Yakov Zeldovich, qui a été vraiment pionnier sur ces questions-là et sur beaucoup de questions. Et donc, ce qu'il a compris, avec d'autres, bien sûr, c'est que finalement, ce qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle, donc ce combat entre la gravitation d'une part qui fait que chaque petit grumeau initial va s'effondrer, puis l'expansion d'autre part qui va avoir tendance à diluer toute fluctuation, cette compétition, elle amène nécessairement à former des objets qui sont très anisotropes. Donc si vous partez d'un petit grumeau initial, celui-là il ne va pas être tout à fait sphérique, il va être légèrement triaxial, et même si cette triaxialité elle est toute petite, donc il est presque sphérique, eh bien elle va être amplifiée au cours du temps à cause de la gravitation. Et donc ici vous voyez un petit grumeau initial qui est légèrement aplati mais pas beaucoup. Et ce qui va se passer, c'est que au final, l'effet de la gravitation, ça va être de prendre l'axe le plus petit de ce petit grumeau initial, de le faire s'effondrer en premier. Donc si vous faites ça, ce que vous allez obtenir, c'est une sorte de crêpe. Vous passez d'un grumeau à une genre de crêpe. On appelait ça les pancakes de Zeldovich. Et puis, si vous continuez, c'est le deuxième axe qui va s'effondrer aussi, et là, vous allez former quelque chose d'un peu allongé, un petit peu comme un cigare. Et puis, si vous continuez avec le dernier axe, vous allez former quelque chose qui est complètement effondré, et ça va être un amas de galaxies. Donc, vous voyez que naturellement, cette compétition entre gravité et expansion, elle va produire des cigares, des crêpes dans l'univers. Par contre, ce qu'on ne comprend pas tout à fait à ce moment-là, c'est pourquoi il n'y a pas des cigares et des crêpes, c'est-à-dire des filaments et des murs, un petit peu isolés dans l'univers, mais pourquoi est-ce que cette structure, elle est complètement connectée? Pourquoi est-ce que tous ces filaments, ces murs, ils se connectent entre eux pour former cette toile cosmique complètement cohérente? Et donc pour comprendre cette idée, il a fallu attendre dans les années 90, notamment le travail de ces 3 chercheurs à Toronto, qui ont compris pour la première fois d'où provenait cette toile cosmique complètement connectée. Et toute l'idée, c'est qu'en fait, cette toile cosmique, elle est déjà présente dans les conditions initiales de l'univers, quand l'univers était tout jeune. Donc ici, même si les fluctuations sont toutes petites, les petits grumeaux sont vraiment minuscules, on a déjà des petits pics à certains endroits, et c'est ces petits pics qui vont s'effondrer au cours du temps pour former les amas de galaxies qu'on voit aujourd'hui. Et il se trouve que les propriétés de ce champ initial, de cet univers primordial, ces propriétés, elles font qu'entre ces pics, il n'y a pas quelque chose de complètement incohérent. En fait, il y a de la cohérence initialement, et il y a ce qu'on a appelé des ponts de corrélation initialement entre ces petits pics. Et ces ponts de corrélation, ils vont eux-mêmes s'effondrer et former petit à petit la toile cosmique telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc la toile cosmique qu'on observe aujourd'hui, en fait, elle avait son germe déjà dans les anisotropies initiales de l'univers primordial. Alors aujourd'hui, la question de comprendre comment modéliser cette toile cosmique, elle est toujours d'actualité. C'est un travail très intense des chercheurs encore aujourd'hui en astrophysique. En fait, on essaie de comprendre comment modéliser très finement cette toile cosmique. On essaie d'élaborer des modèles pour en comprendre les propriétés même très fines. Par exemple, on va essayer de comprendre quelle est typiquement la longueur de ces filaments qu'on observe, quelle est leur courbure, comment est-ce que tous les filaments se connectent les uns aux autres et se connectent aux amas de galaxies. Et toutes ces questions-là sont très importantes, et notamment pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va utiliser cette toile cosmique pour faire de la cosmologie, donc pour en apprendre davantage sur l'univers, et j'y reviendrai un petit peu après. Et puis la deuxième, c'est que cette toile cosmique, c'est finalement un environnement très particulier pour la formation des galaxies. Et ce qui va se passer, c'est que les galaxies, suivant si elles se forment à tel ou tel endroit de la toile cosmique, elles vont avoir des propriétés différentes. Donc, je vais vous parler un petit peu de formation des galaxies maintenant. Donc, comme promis par David tout à l'heure, voici une simulation qui a été faite à l'IAP, notamment par Johan Dubois et ses collaborateurs, où vous voyez, chaque petit point bleu est une galaxie. Et donc, vous voyez comment les galaxies évoluent au sein de cette toile cosmique.
Et ce que vous observez, c'est en effet les galaxies qui se meuvent le long de ces filaments, qui vont accréter de la matière, qui vont fusionner, puis finalement rejoindre les nœuds de la toile cosmique. Et donc quand on voit un film comme ça, on se dit que clairement, suivant si vous vous trouvez à un nœud très dense de la toile cosmique, ou dans un filament, ou peut-être même dans un vide, vous allez avoir une histoire différente. Et si vous avez une histoire différente, vous allez évoluer différemment et avoir des propriétés différentes. Donc ça, c'est une question très importante en astrophysique aujourd'hui, de comprendre quel est le rôle de l'environnement, donc de cette toile cosmique, dans la naissance, donc la formation, l'évolution et les propriétés des galaxies. Et on sait qu'en effet, la toile cosmique, elle a un rôle très important dans la formation des galaxies. Par exemple, on sait que si on est dans une zone très dense de l'univers, donc proche d'un amas de galaxies, par exemple, dans un amas de galaxies, on va avoir tendance à retrouver des galaxies qui sont plutôt massives, qui sont aussi plutôt des elliptiques, donc leur morphologie n'est pas la même que dans les filaments. Ça va être des galaxies qui sont plutôt en effet mortes, en tout cas qui ne forment plus beaucoup d'étoiles. Et à l'inverse, si vous êtes dans un filament, vous allez avoir tendance à retrouver des galaxies qui sont plutôt des spirales, plutôt jeunes, plutôt en train de former des étoiles. Une autre chose importante, c'est que ces galaxies, elles vont avoir tendance à s'orienter en fonction de la toile cosmique. Donc typiquement, si vous êtes une galaxie spirale dans un filament, donc vous êtes dominé par votre rotation, votre moment cinétique, et votre axe de rotation, il va avoir tendance à s'aligner avec la toile cosmique. Au contraire, si vous êtes plutôt une galaxie elliptique dans un nœud de la toile cosmique, ici ce n'est pas du tout la rotation qui est importante, c'est plutôt la dispersion des étoiles. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des effets de marée induits par la toile cosmique qui vont faire que vous allez avoir tendance à vous étirer le long des filaments. Donc vous voyez que comprendre le détail de la toile cosmique, ça va être important pour comprendre l'histoire d'évolution des galaxies et les propriétés que l'on observe de ces galaxies. Alors maintenant, je voudrais revenir sur la question de la cosmologie. Je vous ai dit tout à l'heure que cette toile cosmique, elle est aussi importante dans le contexte de la cosmologie. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, elle est le résultat d'une compétition entre gravité d'une part et expansion de l'univers d'autre part. Et donc, la forme, la géométrie, la topologie de ces grandes structures de l'univers nous donne de l'information sur les lois de la gravité, sur la composition de l'univers, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent que les grandes structures, c'est un petit peu comme un laboratoire de physique fondamentale. En observant la toile cosmique, on va pouvoir apprendre des choses sur l'univers primordial, sur l'énergie sombre, la matière noire, sur la physique des neutrinos également, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'on essaie de faire des observations toujours plus fines de cette toile cosmique pour pouvoir ensuite extraire le plus d'informations possible de ces grandes structures sur la cosmologie. Donc on a des observations d'une part qu'on essaie d'avoir le plus précises possible et à partir de là on veut remonter à de l'information sur le contenu de l'univers, les lois qui le régissent, etc. Alors ici c'est une petite flèche blanche toute simple. La réalité c'est que c'est un problème très difficile de savoir comment passer de l'un à l'autre et ça va impliquer par exemple des travaux de modélisation, donc des travaux théoriques très importants, des travaux aussi numériques pour savoir comment simuler finement ces observables. Et tout ça c'est encore des grands défis aujourd'hui. Beaucoup de questions ne sont encore pas connues aujourd'hui et les gens travaillent beaucoup à essayer d'y répondre. Alors donc, je vous parlais d'instruments toujours plus puissants pour essayer de cartographier très finement cette toile cosmique. Donc quelques exemples ici, puisque l'avenir va être radieux pour cette discipline, avec dans les années qui arrivent, des instruments comme Euclid par exemple, qui sera un satellite lancé par l'Agence spatiale européenne à l'été 2022, on espère, et qui va avoir justement pour but de cartographier cette toile cosmique pour en apprendre davantage sur l'énergie sombre et la matière noire. Côté américain, vous avez WFIRST aussi, qui sera probablement lancé à la fin des années 2020. Et puis au sol, l'observatoire Vera Rubin, donc côté américain, qui est en train d'être construit en ce moment au Chili et qui devrait voir sa première lumière, je pense, fin de cette année, si ça n'a pas changé. Alors avec ces instruments, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors je vous l'ai dit, on va essayer de cartographier la toile cosmique, c'est-à-dire observer le plus de galaxies possible et connaître leur position tridimensionnelle avec le plus de détails possible pour pouvoir avoir cette carte de la toile cosmique. Donc ça, c'est la première chose. Et ce n'est pas la seule chose qu'on va faire. Ce qu'on aimerait faire aussi, c'est non seulement connaître la position des galaxies, ce qui est déjà un enjeu en soi, mais on voudrait aussi mesurer leur forme. Alors pourquoi est-ce qu'on veut mesurer la forme des galaxies? Eh bien parce qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet de l'anti-âge gravitationnel,
qui est qu'en relativité générale, les photons ne se propagent pas en ligne droite, mais à chaque fois qu'ils vont rencontrer une masse, par exemple un gros amas de galaxies, la trajectoire des photons va être déviée par ces masses-là. Et donc quand on observe une galaxie, en fait les photons, ils ont traversé l'univers, ils sont passés par des zones plus ou moins denses, et donc ils ont été déviés. Ce qui fait que l'image que l'on observe d'une galaxie, elle est légèrement déformée par rapport à la vraie image de la galaxie que l'on devrait observer. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc en mesurant cet effet de déformation de l'antigravitationnel, on peut apprendre des choses sur la répartition de matière dans l'univers. Donc ici, je vous ai mis un petit film où on voit cet effet. Donc ici, vous avez un amas de galaxies très massif, et puis derrière, on met des galaxies d'arrière-plan. Et donc vous voyez que l'image que l'on observe de ces galaxies d'arrière-plan, elle est déformée par la présence de cet amas de galaxies ici en avant-plan. Et donc parfois, c'est très violent, on est dans des régimes forts, où les galaxies ont une image qui est tellement déformée qu'on arrive même à former des arcs, comme vous voyez ici, et en anneau d'Einstein. Nous, en cosmologie, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des effets faibles, donc quand on a des déformations un petit peu plus fines ici, puisqu'elles sont induites par les grandes structures de l'univers. Alors pour finir, je voudrais juste vous montrer l'exemple d'un de ces instruments, Euclide. Donc, la raison pour laquelle je parle d'Euclide, c'est parce que la France est très impliquée dans ce projet. Et comme ça vous montre un petit peu comment fonctionne l'astrophysique aujourd'hui dans ces grandes collaborations. Donc, par exemple, pour un satellite du type d'Euclide, il faut se rendre compte que derrière, ce sont 15 pays qui travaillent ensemble, plus de 1500 personnes. Donc, c'est vraiment des très gros consortiums sur des dizaines d'années. Et donc, on travaille à la préparation de l'exploitation scientifique de cette mission qui devrait être lancée en 2022, donc c'est tout proche, ça arrive, et qui prendra des données pendant 6 ans. Donc on va essayer d'observer à peu près tout le ciel, et l'idée c'est au final d'avoir des images, donc vraiment des photos de quelque chose comme 2 milliards de galaxies sur environ les 10 derniers milliards d'années d'évolution de l'univers. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont assez vertigineux, et ça montre bien qu'on va avoir vraiment un saut qualitatif très important. Donc, par exemple, sur ce satellite, on va avoir 2 instruments. Donc une partie imagerie, parce qu'on veut faire des photos des galaxies pour mesurer leur forme, et puis une partie de spectroscopie pour pouvoir mesurer leur distance. Et donc tout ça, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça va être énormément de données qu'il va falloir ensuite être capable d'analyser. Donc ici, voilà, je vous donne l'exemple de ce qui a été estimé, donc à peu près 170 pétaoctets de données, ce qui est plusieurs kilomètres de hauteur de disques durs empilés, si on devait empiler ça sur des disques durs. Donc il y a beaucoup d'enjeux derrière ce genre d'instrument. Donc des enjeux déjà instrumentaux, j'en ai parlé, des enjeux observationnels, et puis aussi des enjeux théoriques, numériques, pour être capable de faire la modélisation qui va avec, et pouvoir, on l'espère, apprendre davantage de choses sur la cosmologie, donc sur l'énergie sombre, la matière noire, et puis peut-être trouver des petites anomalies, parce que c'est toujours ce qu'on cherche, des petites choses qui ne vont pas, des petits grains de sable dans les rouages qui pourraient peut-être nous montrer de nouvelles pistes à explorer et peut-être de nouvelles idées pour mieux comprendre notre univers. Voilà, je m'arrête là.